Puis là, les gens, ben, on leur avait promis que si ça ne faisait pas leur affaire, ben, on les ramènerait, mais le gouvernement ne s'est pas engagé. Finalement, quand les gens se sont mis à mourir de faim, il y avait juste des tentes pour survivre à des hivers de moins 50. Bien, l'idéation, là, ça remonte quand même à mars 2021, 2022. L'idéation du projet. Donc, on était ensemble, Annie, Benoît, à Rimouski, lors d'un événement en opposition à la guerre en Ukraine, puis pour la paix. Puis après, les choses se sont enchaînées, que je suis partie en mission là, avec Médecins sans frontières à Haïti pendant 6 mois, pendant les 6 mois de conférence, presque. Donc, j'ai quand même eu le privilège d'assister aux conférences de ma petite chambre, assise devant la porte, à Port-au-Prince. Donc, j'étais la seule à distance à pouvoir bénéficier en direct de ces conférences-là. Je m'assoyais près de la porte où je savais qu'il y avait une connexion un peu meilleure. Malgré tout, la connexion n'était pas toujours fluide. Donc, j'ai manqué des petits bouts de conférences, mais grâce à Cogeco, je peux les réécouter par la suite. Quand c'est très froid, bien, on peut quand même insérer des pieux dans le sol puis espérer que les structures... Mais là, quand ça commence à se réchauffer, bien, même les pieux insérés, là, il y a des zones de réchauffement, puis là, ça commence à crocher. Fait que oui, il y a des enjeux parce qu'on ne peut rien construire avec un solage dans le sol. Là. On insère des pieux dans le perdu du sol. Donc, il y a vraiment des enjeux majeurs d'infrastructure liés à ça. C'était ma première soirée en réel. Donc, les 4 premières de l'année dernière, j'étais en virtuel. La dernière, au mois de mai, j'étais là. J'étais excitée d'être là avec le public puis avec les différents partenaires. J'ai aimé aussi, évidemment, la rencontre avec Catherine. J'ai découvert aussi ce monde-là, la route maritime qui va apparaître, si on veut, par la fonte des glaces. Là. Donc, puis de comprendre que c'est un enjeu géopolitique. Je vais juste vous montrer la carte, tu vas revenir là-dessus, du passage du Nord-Ouest, tu sais, qui était il y a quelques décennies, c'était très difficile de naviguer le fameux passage du Nord-Ouest parce qu'il était glacé un été sur 2 ou un été sur 3. Mais là, avec les étés plus chauds, on pense que ça va être de plus en plus facile qu'il y ait un trafic maritime qui se fasse. C'est la ligne bleue, le passage du Nord-Ouest. Ça passe dans la baie de Baffin. Bien, je pense que c'est une soirée qui a été très appréciée. La conférencière a été particulièrement appréciée cette soirée-là aussi, Catherine Gagnon. C'est vraiment une introduction à des notions, à des phénomènes qui se produisent, qui sont en train de se produire dans notre monde. Vous avez vu les prix. 26,99 pour le Tropicana. Et 28,19 pour des raisins verts. Et j'ai déjà vu, puis tu sais, souvent les gens peuvent avoir des préjugés, oui, mais les gens du Nord mangent mal. J'ai déjà vu un pot de V8, 1 litre, 42 $. Fait que tu sais, c'est cher la calorie quand même, là, quand il fait moins 50. Alors, je voudrais juste que vous leviez la main, ceux qui sont déjà allés au-delà du 66e parallèle dans la salle. Il y a une personne ici. Bien, c'est pour ça, en fait. Personne ne lève la main. Fait, je me suis dit, avant qu'on parle des enjeux géopolitiques, peut-être qu'on va le situer, cet article-là, puis situer qui l'habite. Alors, je vous présente... je vais faire la présentation en hommage à Sam Omick, qui est un grand chasseur du nord de Baffin, qui est décédé l'an passé. Puis qui, lors de ce voyage-là, m'avait fait une joke parce qu'on avait renversé le Kamoutik, qui faisait moins 48, puis on a forcé fort pour retourner le Kamoutik. Puis quand on a fini de travailler, il m'a regardé puis il dit « Tu le sais pas, mais j'ai un pacemaker. » Donc, si je crève, tu crèves avec moi. J'ai toujours trouvé qu'il était vraiment drôle puis qu'il ferait vraiment un petit hommage, là, parce qu'il est décédé en dansant. Son pacemaker a lâché l'année passée. Puis j'ai trouvé que durant le party de Noël, puis que c'était partir comme il avait vécu. Alors, on peut changer. Donc, bonne réponse. Une des parties de l'Arctique, en fait, c'est un imaginaire, mais on essaie de mettre une limite. Puis, même les instances internationales, quand ils essaient de définir où s'arrête ou où commence l'Arctique, bien, il y a plusieurs définitions. Alors, ici, c'est flou un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit effectivement là, le parallèle magique, 66 degrés nord, qui est le cercle arctique, qui est une définition de l'Arctique, qui est en fait le parallèle le plus au sud ou le plus au nord, où commence la nuit polaire ou le jour polaire, le 24 heures de lumière, en fait. Au-delà de ce parallèle-là, on a 24 heures de lumière l'été. Mais l'Arctique se définit aussi par le haut Arctique, qu'on voit en mauve, ou le bas Arctique, qu'on voit en bleu, ou peut être défini par la limite des arbres.
Fait que c'est un peu vaste, en fait. Puis même les instances internationales qui travaillent, en fait, ça, c'est la carte du Conseil de l'Arctique. Donc, il n'y a pas de limite fixe. Mais on voit, quand on regarde la planète d'en haut, par exemple, que plusieurs pays qui se rejoignent au pôle Nord, qui n'appartient à personne, parce que ce n'est pas une terre. Hein, le pôle Nord, c'est juste gelé, ce n'est pas comme l'Antarctique. Donc, on a une rencontre joyeuse de la Russie, la Finlande, le Groenland, donc le Danemark, le Canada, les États-Unis, plein d'instances politiques dont on va parler plus tard. Quand on le regarde d'en haut, on se rend compte que la Russie n'est pas très loin, en fait. On la voit de la côte de l'Alaska. Puis là, si on regarde la carte un peu aplatie, bien, on se rend compte aussi, bien là, il y a la définition du cercle arctique, puis il y a la définition de la limite des arbres. Puis moi, je trouve ça intéressant parce que quand on va dans l'ouest, au Yukon, bien, on a des arbres à Inuvik, par exemple, bien, territoire du nord-ouest ou nord du Yukon, alors qu'au cercle arctique, rendu à Iqaluit, on est dans une réalité complètement différente. Puis ça, c'est à cause des courants marins qui sont plus ou moins chauds, qu'on se situe dans l'est de l'Arctique canadien ou dans l'ouest. Puis ça va jouer, en fait, sur les cultures qui habitent ce territoire-là. Parce que l'Arctique est un territoire habité. Donc, quand on parle de la géopolitique de l'Arctique, on a comme parfois dans notre tête l'impression que, bien, comme les Américains l'avaient défini pendant la guerre froide, là, un wasteland, un territoire inhabité. Mais en fait, c'est un territoire qui est habité depuis, dans le Yukon, 25 000 ans, dans l'est de l'Arctique, 5 000 ans. Fait que je pense que ça vaut le coup de nommer les gens qui sont là depuis tout ce temps-là, dont les Inuits, ici Gamaili Kilokisa, qui est décédé lui aussi l'an dernier, un grand chasseur Inuit. Donc, si on regarde la limite des arbres, tu peux changer. On voit que le territoire, l'Inuit Nunanga, qui est en fait le territoire des Inuits, est à peu près équivalent là, à la limite des arbres. Il se définit en 4 régions, l'Inuit Nunanga, la région de l'Inuvialuit, dans l'ouest, donc des gens qui sont Inuits, mais de cette culture-là. Le Nunavut, qu'on connaît quand même bien, le Nunavik et le Nunatiavut, qui est la partie Inuit du Labrador. Mais tous ces gens-là sont regroupés sous une même entité politique nationale, Inuit Tapiri Kanatami. Après, mais on voit qu'au Yukon, bon, les Inuits ne sont pas des Premières Nations, ne sont pas ce qu'on appelle des Indiens, selon la loi sur les Indiens. Mais dans l'Ouest, quand on va dans l'Ouest, bien là, la limite des arbres a amené la grande culture, un peu l'équivalent de la culture Cri, mais la culture Atapascan, d'Aînés. Donc, toutes sortes de nations d'Aînés qui habitent le nord dans ce coin-là. Donc, pas des Inuits. Entre autres, le peuple Gwich'in, sur lequel je vais revenir plus tard, qui habite le nord du Yukon, territoire du Nord-Ouest, et à l'Alaska. Inuit et politique d'assimilation. Alors, les Inuits qui habitent sur l'Inuit Nunanga, je vais plus focusser sur ça aujourd'hui, parce que c'est quand même des gens qui habitent une vaste partie de notre territoire arctique. Bien, comme je l'ai dit, ils ne sont pas désignés, n'ont jamais été désignés par la loi sur les Indiens. Néanmoins, c'est quand même des villages, des peuples qui ont été soumis au même genre de politique d'assimilation. Entre autres, les écoles résidentielles, dans ce cas-là non forcées, parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire par la loi, quoique, quand les enfants étaient malades, descendaient dans le sud, on les envoyait dans les écoles résidentielles, puis ils ne revoyaient pas leur famille. Mais il y avait un événement dont j'avais envie de vous parler, parce qu'il teinte encore nos relations à ce jour de colère, qui sont les délocalisations. Qui a déjà entendu parler des délocalisations? Levez la main, juste pour avoir une idée. Bon, parce que la délocalisation, on va revenir plus tard, a un lien direct avec la souveraineté canadienne dans l'Arctique, avec le désir d'avoir des citoyens qui habitent notre territoire pour pouvoir dire que ce n'est pas un territoire des États-Unis ou un territoire russe. Donc, dans les années 50, tu peux changer. Je vais la raconter brièvement, cette histoire-là, mais dans les années 50, il y avait la guerre froide, puis le gouvernement était quand même inquiet, canadien, d'assurer sa souveraineté dans le nord de l'Arctique. Et il se rendait compte qu'il n'y avait aucun citoyen pour assurer cette souveraineté-là. Donc, quoi de mieux que d'envoyer des Inuits dans le très grand nord? Les gens se disaient, puis là, je suis un peu ironique, là, que ce serait les mieux placés pour pouvoir habiter ce territoire-là. Donc, ils ont convaincu des familles d'Inukjuak, dans le nord du Québec. Puis là, rappelez-vous la limite des arbres. Inukjuak, on est à la limite des arbres, les gens peuvent chauffer leur maison avec du bois, il y a des caribous. Ils les ont convaincus avec toutes sortes un peu de manigances dans lesquelles je ne rentrerai pas en détail ce soir, mais qu'ils allaient les relocaliser dans un endroit hyper giboyeux, puis qu'il y avait d'autres familles qui avaient dit oui. Alors, on les a envoyés, entre autres, à Grise Fjord.
parce qu'il y avait des enjeux pour le territoire, pour le passage du nord-ouest. Là, tout au nord, là, il y a le détroit de Lancaster, je vais revenir plus tard, là, mais c'est un endroit, c'est l'entrée du passage du nord-ouest. Donc, on souhaitait avoir des habitants dans cette section-là. On les a pris par bateau, ces familles-là, puis en arrivant à Greasefjord, mais on les a séparés. On en a laissé là. Puis David Didier devait être là ce soir, mais il n'est pas là, mais il travaille à Greasefjord. C'est vraiment un trou. Il n'y a rien, il n'y a pas de temps de gibier. Et après, on a laissé les autres familles à Resolute Bay. Puis là, les gens, bien, on leur avait promis que si ça ne faisait pas leur affaire, bien, on les ramènerait, mais le gouvernement ne s'est pas engagé. Finalement, quand les gens se sont mis à mourir de faim, il y avait juste des tentes pour survivre à des hivers de moins 50, bien, on ne les a pas ramenés. Donc, c'était une des manières que le gouvernement à l'époque avait d'assurer sa souveraineté, qui a des impacts à ce jour. On peut être un petit peu changer. Si vous voulez en savoir plus, je trouvais que c'est important de le nommer parce que c'est tout à fait lié à la géopolitique. Vous pouvez aller sur le site de l'ONF. Il y a des beaux documentaires qui racontent cette histoire-là. Et puis, qui racontent, entre autres, l'histoire de Martha Kiak, que j'ai connue, avec qui j'ai travaillé, puis les descendants de la famille Idlaout, qui était vraiment connue aussi, qui est sur nos anciens billets de 10 $. Donc, c'était vraiment comme des stars inuits, mais finalement, ils ont fini par presque crever de faim à Resolute Bay quand on les a relocalisés. C'est un peu triste, ce que je vous raconte, mais je trouvais que c'était important de le nommer. Donc, une autre des politiques qui a un impact à ce jour, qu'ont subi les Inuits, c'est le massacre des chiens de traîneau. L'histoire raconte différentes perspectives. Il y a encore là des excellents documentaires sur l'ONF à ce sujet-là, mais que pour mieux sédentariser les gens, sous prétexte qu'il y avait beaucoup de rage chez les chiens de traîneau, bien, on a massacré entre 10 000 et 20 000 chiens. Mais les gens à l'époque, puis là, je vais le revenir, les gens dans le nord de Baffin ou dans le nord canadien, en fait, ont été sédentarisés dans les années 60-70. C'est vraiment récent. On a l'impression que la personne qui vit sur le territoire, c'était le siècle dernier, là, fin 1800, début 1900. Mais il y a encore des aînés qui vivent dans des villages qui sont nés sur le territoire puis qui ont vécu de manière nomade toute leur vie. Fait que de perdre les chiens de traîneau, bien, ça l'empêchait d'aller à la chasse. C'est pas tout le monde qui peut, quand on est nomade puis on n'a plus moyen de se déplacer, bien, on ne peut plus chasser, on ne peut plus se nourrir. Donc, on devient nécessairement dépendant de se trouver un job puis d'aller acheter ces choses à la coop. On a affaire, dans la plupart des régions de l'Arctique, à une sédentarisation vraiment récente. Puis ça, c'est surprenant. Les gens, c'est ça, ont l'impression que c'est il y a plus longtemps. Puis je vous invite vraiment, ça, c'est une photo, un extrait du film qui s'appelle « Le pays des jours sans fin ». C'est disponible gratuitement sur l'ONF encore. Et c'est la famille de M. Idlaout, avant qu'il soit relocalisé à Resolute Bay, pour aider les familles qui crevaient de faim. Puis ça montre l'ère de gloire des Inuits, que j'appelle les années 50-60, parce qu'il y avait un poste de traite, les gens pouvaient vendre la fourrure, donc avoir un petit peu de monnaie pour s'acheter des munitions, pour avoir un fusil, donc avoir une certaine aisance de chasse, de ne pas être vraiment... Quand même, tu sais, la vraie vie d'Inuk sur le terrain. Ben moi, j'ai une immense admiration là, pour les Inuks, je vous le dis. Mais parce que c'était une vie à moins 50 quand il fait noir pendant 3 mois, puis qu'on réussit à chasser, puis que toute notre vie dépend du phoque, parce que c'est le phoque qui nous nourrit. On n'a pas de bois, c'est le phoque qui nous chauffe, qui nous sert d'huile pour la lampe, c'est le phoque qui nous habille. Donc, quand on ne trouve pas le phoque, puis on n'a pas accès à des munitions, notre vie est vraiment précaire. Mais c'est quand même une vie digne. Puis il y a des aînés qui habitent dans des villages où ils travaillaient qui ont vu des gens mourir de faim, qui ont connu la famine. Donc, l'ère des années 50, quand les gens avaient un petit peu de monnaie d'échange avec la traite, puis ils pouvaient s'acheter des munitions, ils comptaient chaque balle, mais c'était quand même une époque de gloire, c'est-à-dire que la vie était un petit peu plus facile. Puis on le montre dans ce film-là. Je vous invite vraiment à le voir. C'est magnifique. On voit une chasse au narval en kayak. On est dans les années 50. C'est magnifique. Oui. Au pays des jours sans fin, the land of the long days. Et puis, une des photos, c'est ça qui était sur les billets de 5 ou 10 $, là, qui est de cette famille Idlaout, là, de grands chasseurs du nord de Baffin. C'est magnifique, ça montre la vie des années 50, qui est tout récent, là, vraiment, qui a mené à ce qu'on connaît maintenant de la vie actuelle du Nord dans la plupart des villages. Là, c'est un village du nord de la terre de Baffin où il y a une école, comme tout le monde, et des villages. Mais une vie où il y a vraiment une importance encore forte dans la plupart des villages du Nord pour la nourriture traditionnelle. Puis là, ça va jouer aussi sur les enjeux dont je vais parler plus tard
parce que ben, c'est la nourriture de notre culture, parce que aussi, vous avez vu les prix. 26,99 pour le Tropicana et 28,19 pour des raisins verts. Et j'ai déjà vu, puis tu sais, souvent les gens peuvent avoir des préjugés, oui, mais les gens du Nord mangent mal. J'ai déjà vu un pot de V8, 1 litre, 42 $. Fait que tu sais, c'est cher la calorie quand même, là, quand il fait moins 50. Mais donc, tu sais, le mode de vie traditionnel est vraiment encore primordial. Donc, tous les enjeux environnementaux qui vont toucher, là, ça vient toucher au cœur de la sécurité alimentaire et du bien-être aussi. Parce que quand les raisins coûtent 28 $, bien, tu choisis de la calorie, là, quitte à ce que ce soit de la pas bonne calorie, mais c'est ça. Puis là, la nourriture traditionnelle, bien là, c'était une chasse aux phoques, au harpon, que les gens pratiquent encore, mais il y a toutes sortes d'autres choses. La chasse aux oies au printemps, les gens qui vivent près des colonies, bien là, on ramasse des œufs d'oies. C'est un voyage qui était fait pour amener des œufs aux aînés dans le village. Puis le transfert de connaissances, bon, excusez pour les âmes sensibles, mais le transfert de connaissances sur comment on fait pour garder la viande. Tu sais, là, on est en train de préparer l'iguna, qui est comme la viande fermentée pour pouvoir, sans frigo, être capable de garder la viande de phoque. Puis là, récemment, tu sais, on dirait qu'il y a eu la sédentarisation, il y a vraiment eu une période de grande détresse, puis il y en a encore, là, je pense, parce que c'est un choc de passer d'être indépendant. Mais on le sait, hein, on est Québécois, on est fiers, on veut notre indépendance, ou certains d'entre nous, la fierté de la culture, la fierté de la langue. Puis quand ça a été anéanti, c'est sûr que ça amène des difficultés psychologiques. Mais là, dans les dernières années, il y a vraiment une ressurgence de la culture, puis ça, je veux le nommer, parce que c'est pas juste, on entend dans les nouvelles, là, les problématiques sociétales dans les villages du Nord, mais il y a aussi énormément de beauté, puis beaucoup de fierté culturelle. Donc, les grandes courses de chiens de traîneau, les gens sont en train de se remonter des équipes. Il y a des grandes courses de chiens de traîneau à travers différents villages. Au Nunavik, il y en a une. Au Nunavut, il y en a une. Aussi, je ne sais pas si vous avez vu récemment les Arctic Winter Games, qui sont comme les Olympiques de l'Arctique, où tu as des nations de partout à travers le Nord qui se rassemblent pour faire des sports du Nord. Donc, le high kick qu'on voit ici, qui est comme un saut typique inuit, là, des concours de saut en hauteur. Aussi, la résurgence de certaines cultures qui étaient bannies par les religieux, entre autres les tatouages faciaux chez les femmes. On voyait ça des fois chez des aînées très, très vieilles. Il y a eu plusieurs décennies où ce n'était pas permis. Puis là, il y a des femmes qui ont gagné le prix de l'Arctique, sont allées chercher toutes les tatous tribaux. Puis les femmes, c'est fréquemment, je ne sais pas si vous avez vu la femme du NPD, Mumila Kakak, qui représentait le Nunavut, et elle a des tatous tribaux dans le visage. Députée du Nunavut, oui. Oui, députée du Nunavut. Puis une résurgence des artistes internationaux. Oui, Tanya Tagaq qui a changé pour Björk. Tu sais, il y a quand même vraiment une effervescence culturelle dans le Nord que je vous invite à investiguer. Mais évidemment, il y a plusieurs enjeux. Je vais te plonger dans les enjeux. Fait que, tu sais, au début, on avait comme langue des enjeux géopolitiques, mais pour moi, les premiers enjeux, c'est probablement l'inégalité, je pense. On fait face, c'est sûr, dans le Nord, on est tous des concitoyens, hein? Puis il y a énormément d'inégalités dans différentes sphères de la vie des Inuits. Puis ça, c'est défendu très, très fort par l'Association des Inuits du Canada. Entre autres, dans le Nord, il y a plusieurs personnes qui vont travailler dans le Nord, là, mais le salaire médian d'un Inuit versus d'un non-Inuit dans le Nord, c'est de 17 000 versus 77 000. Je ne sais pas si vous vous rappelez des prix des denrées, mais avec un salaire médian de 17 000 $ par année et des familles en moyenne de 3-4 enfants. Ça vient cher le raisin, oui. Ça vient cher le raisin, tout en proportion de salaire. L'accès à la scolarité au-delà du secondaire, quand on vit dans un village où le billet d'avion coûte 2 000 $ pour aller à Iqaluit, c'est pas si évident que ça, aller au cégep. Tu sais, souvent, on a comme des préjugés, oui, mais pourquoi ils étudient pas, pourquoi ils font pas ça, mais se déraciner, de se dire, je vais à Iqaluit. Les maisons sont en moyenne, les personnes sont en moyenne 11 ou 12 par petit appartement. Donc, si je vais étudier, est-ce que je vais avoir une place où rester? Si je vais rester dans cette place-là, on est 11 ou 12. Est-ce que c'est sécuritaire pour moi? Donc, il y a vraiment énormément d'inégalités par rapport aux gens qui vont travailler du Sud avec des emplois super rémunérés. Tu sais, il y a vraiment comme un contraste assez majeur là, entre les gens qui viennent du Sud pour travailler dans le Nord et les gens qui vivent vraiment de la place. Puis ces inégalités-là sont aussi visibles au niveau des enjeux environnementaux. Puis là, tu peux changer. Alors que c'est des populations qui ont été sédentarisées très récemment, qui ont adopté un mode de vie de consommation et lié au mode de vie industriel, c'est eux autres qui vivent
de manière inégale les conséquences des changements climatiques. On voit déjà que dans le nord de l'Alaska, on a atteint le 4 degrés de réchauffement. Là. Ça, c'est des données passées, ce n'est pas des projections. Peut-être juste pour les gens qui ne voient peut-être pas bien. Donc, à gauche, vous avez la saison froide, donc de novembre à avril. Et à droite, vous avez la saison chaude de mai à octobre. C'est en anglais, excusez-moi, c'est parce que c'est du Conseil de l'Arctique. C'est correct, mais de toute façon, je pense que les gens voient aussi, le plus c'est rouge, plus c'est des anomalies positives. Puis là, ben, bleu, je pense pas qu'il y en ait. Il n'y en a pas, non. Donc, c'est l'Arctique et la région dans le monde qui se réchauffe le plus rapidement. Entre autres, le réchauffement climatique, parce qu'on voulait en parler, bien, a des répercussions sur plein d'aspects de la vie dans le Nord. C'est sûr que dans le très haut Arctique, il fait quand même moins 50 l'hiver. Donc, la banquise est présente, mais c'est au niveau des périodes de transition. Puis c'est souvent dans les périodes de transition où les gens chassent le plus. Tu sais, quand les baleines arrivent, les gens vont chasser au Sinan, qui est comme la limite de la banquise. Quand les baleines migrent au printemps. Mais là, ça devient des zones qui ne sont pas toujours sécuritaires parce que les conditions de glace auxquelles les gens étaient habitués, bien là, sont changeantes. Puis ça, j'ai été témoin de ça à un moment donné dans un village où il y a comme 40 chasseurs. La banquise a craqué un endroit qu'elle n'a jamais craqué. Les aînés ont... Puis là, tout le monde est parti à la dérive dans la baie de Baffin vers le Groenland. Donc, il y a des enjeux de sécurité vraiment majeurs. Puis, dans tout le delta du Mackenzie, quand on va vers le territoire du Nord-Ouest, bien, les routes de glace, ça devient vraiment les routes utilisées l'hiver. Puis là, bien, il y a des conditions qui sont imprévisibles, puis les gens s'enlisent. C'est ça, parce qu'il y a la fonte, en fait, il y a la fonte du pergélisol, parce qu'on comptait sur le fait que le sol est gelé en permanence. Je pense que c'est un peu l'image ici là, qui est... Oui, puis la route de glace, c'est que les gens, ils roulent dans le delta, sur la rivière, parce que ça devient une autoroute l'hiver. C'est la manière de se déplacer dans les villages, beaucoup moins cher que l'avion. Ouais. Mais ouais, il y a aussi tout l'enjeu du pergélisol qui fond, puis là, il a fait toutes les infrastructures. Ça, c'est une photo typique de Dawson City, au Yukon. Là. Tout le monde... Bien, de la région sait que cette maison-là est croche maintenant à cause du pergélisol qui fond en dessous. Mais bon, ça, c'est plus à la limite rigolo. Là, c'est une vieille maison du Far West, mais quand c'est rendu dans le nord du Québec, que c'est toutes les pistes d'atterrissage d'avions qui sont en train de devenir croches puis que les avions ne peuvent plus atterrir, bien là, ça commence à impliquer des frais puis de la sécurité puis de la relocalisation d'aéroports, puis ouais. Oui, c'est ça, il y a un coût à relier aux infrastructures, parce que dans le fond, le pergélisol, peut-être pour illustrer, c'est comme un peu la texture de roche, ben, c'est dur comme la roche, en fait, pergélisol. Ouais, ben oui, on enlève la mousse dans la toundra, puis là, c'est de la glace. Donc, c'est gelé, c'est un mélange de sol puis de... Donc, c'est extrêmement dur, donc on pouvait... C'est extrêmement dur, oui. Donc, on pouvait se fier là-dessus pour construire, mais là, si ça fond, ben, ça ramollit, donc ça affaiblit les... C'est ça, en fait, ça affaiblit les structures. Oui, ça ramollit. Donc, tout à... Puis, quand c'est très froid, bien, on peut quand même insérer des pieux dans le sol puis espérer que les structures... Mais là, quand ça commence à se réchauffer, bien, même les pieux insérés, là, il y a des zones de réchauffement, puis là, ça commence à crocher. Fait que oui, il y a des enjeux parce qu'on ne peut rien construire avec un solage dans le sol. Là. On insère des pieux dans le pergélisol. Donc, il y a vraiment des enjeux majeurs d'infrastructure liés à ça. Puis au niveau de la santé physique, puis là, moi, je ne suis pas une experte de la biochimie, mais il y a plein de personnes à l'Université Laval, au Centre d'études nordiques, qui s'intéressent à ça. C'est que le réchauffement amène un apport de matière organique plus important. Tu sais, la fonte du pergélisol, tu as comme le sol mélangé avec de la végétation. Il y a un très gros apport de matière organique qui fixe les polluants. Puis là, je vais revenir sur les enjeux de polluants. Donc, on retrouve dans la nappe phréatique et dans la consommation d'eau potable des taux de polluants vraiment élevés dans certaines communautés. Dans des seuils qui sont comme... Tu sais, nous autres, on a de l'eau qui arrive, qui a été filtrée par la roche, là, mais ce n'est pas le cas dans le Nord, c'est de l'eau de surface parce que le reste est gelé. Donc, il y a des enjeux vraiment de contamination d'eau, sans compter qu'on n'est pas encore capable de mesurer l'ampleur du rejet de carbone de tout le pergélisol qui va fondre. Fait que ça, c'est un enjeu. Un autre enjeu, mais qu'on n'abordera pas ce soir nécessairement. Fait que l'autre enjeu qui est relié à ça, c'est entre autres, c'est l'inégalité en lien avec l'apport de polluants. Donc, bien qu'on dit que l'Arctique soit un endroit pristine, là, où il n'y a pas trop encore de développement, que les gens se sont sédentarisés, il y a un niveau, de manière inéquitable, des niveaux de polluants, entre autres les polluants organiques persistants dans l'Arctique,
parce que, puis ça c'est encore un schéma du Conseil de l'Arctique, les courants marins, c'est pas grave si vous ne voyez pas le détail, là, mais il y a un fait qui fait que les courants d'air et les courants marins amènent tous les polluants vers le nord. Puis à partir du moment où ils rentrent dans l'océan Arctique, bien, il y a une gire. Fait qu'ils restent là, puis dû au fait qu'il y a la nuit polaire, il n'y a pas de soleil, donc il n'y a pas de photodégradation des polluants. Donc, il y a une accumulation assez importante de polluants, entre autres dans la chaîne alimentaire et en particulier dans les phoques. Fait qu'il y a eu vraiment des enjeux de consommation. Tu sais, vu que le phoque est quand même assez haut placé dans la chaîne alimentaire dans l'océan, bien, il y a eu des enjeux de préoccupation majeure pour les femmes, entre autres enceintes qui mangent du phoque. Tu sais, que là, on est prêt avec la sécurité alimentaire, puis en même temps, on n'est pas capable de se nourrir à la coop, puis là, on veut se nourrir, puis là, nos aliments ne sont plus nécessairement sécuritaires. Donc, c'est un peu dommage de constater cette inégalité de répercussions de nos conséquences environnementales sur ces populations-là. Mais je n'avais pas envie de vous laisser sur une note... de donner l'impression, des fois, on a des biais que les gens subissent et qui ne sont pas proactifs par rapport à ce qui les préoccupe. Puis, il y a vraiment, comme je dis, une resurgence culturelle, mais aussi des gens qui sont vraiment actifs sur les territoires pour développer leur propre recherche, avoir de l'autodétermination là, par rapport à ça. Puis là, c'est une photo d'un monsieur qui s'appelle Andrew Ariak. Et lui, il fait de la recherche avec des universités dans le sud, mais lui, dans le fond, il se promène en skidoo là, sur la banquise. Puis, il mesure la glace. Puis il est capable de faire des prévisions à chaque 2 jours de sécurité des glaces pour les chasseurs. Donc, il y a des instruments super précis. Il a été entraîné, ça fait des années. Puis là, il produit des cartes. On va au centre de trappeurs. Fait que, tu sais, les gens sont quand même très adaptables puis très proactifs par rapport à trouver des solutions. Et puis, bon, avec le dégel vient aussi, bien, pas juste avec le dégel, il y avait déjà du développement industriel, mais là, on dirait que le fait qu'on a accès à de l'eau libre et de la navigation maritime de manière plus longue dans l'été, puis qu'on a des besoins de lithium pour nos batteries de voitures électriques, bien là, il y a beaucoup de visées vers le développement de plusieurs métaux rares, dans le terre rare dans le nord et autres matériaux. Donc, le développement industriel, c'est quand même un enjeu parce que, pour plein de raisons, c'est-à-dire que les gens vivent de manière précaire, donc il y a un désir de se trouver des jobs. Mais en même temps, il y a une certaine division parce que vient avec le développement industriel toute une série de conséquences qui sont bien documentées, entre autres l'augmentation de certaines consommations, l'augmentation de certains enjeux sociaux quand il y a une industrie qui arrive, puis qu'il y a un gros flot d'argent, puis qu'il y a un gros flot d'autres substances qui rentrent. Donc ça, c'est très bien documenté à travers l'article. C'est pas différent non plus de ce qu'on a pu voir aussi dans certaines communautés, plus au sud aussi. Ah ben oui, ça, oui. Il y a une certaine culture, fait que les gens essaient de bien gérer ça, mais il y a quand même des enjeux qui viennent avec ça. Puis tout l'enjeu de la pollution qui vient avec le développement industriel, puis il est comme un peu en contre... ben c'est ça, c'est comme si c'est sur 2 sphères. Là. Puis là, j'ai mis une photo de Baffinland, de la grosse mine de Mary River, qui est la plus grosse mine de fer au monde, qui est sur le nord de la terre de Baffin. Puis, ça, c'est le terminal, ça, où est-ce qu'ils chargent le minerai de fer? Oui. J'ai constaté quand Baffinland est arrivé dans ce village, bien, c'est-à-dire que comme tout village, il y a des études d'impact, puis on explique les pour et les contre, puis on essaie de vendre l'idée que c'est une bonne idée, le développement industriel, puis c'est une bonne idée quand on a besoin de job. Mais dans le cas de Baffinland, spécifiquement, là où vous voyez les bateaux, c'est aussi l'aire de Misbah des narvals. Et puis la communauté de Pond Inlet qui est à côté, c'est une communauté qui chasse le narval depuis 4000 ans. Et les femelles rentrent dans la baie parce qu'il y a énormément de poissons. Donc, ils vont faire nourrir les petits. Quand la mine a dit « on va ouvrir », il y a des consultations publiques, c'était hors de question qu'ils sortent le minerai par cette baie-là. Mais ils devaient sortir en construisant, pour sortir par une autre baie, en tout cas. Mais là, entre-temps, ils ont réussi à obtenir des permis pour dire, bien, juste pour en sortir un petit peu, pour avoir assez d'argent pour construire comme l'autre terminal, ils ont réussi à avoir certains permis. Puis là, ils ont réussi à ouvrir un port en eau profonde, juste en attendant. Puis là, il y a 5 ans, bien, ils ont dit, bien là, on a déjà notre port en eau profonde, mais on va appliquer sur d'autres permis pour faire une phase 2 où on va sortir du minerai là, par cette place-là, où les Inuits du village avaient dit que ce sera jamais possible. Montrer sur la carte à peu près où c'est, parce que pour les gens, là, on est ici. Là. Ouais. Dans un lieu, on est près de la Polynie, on sort par la baie de Baffin, une zone hyper riche, les chasseurs dépendent du narval. Puis là, il n'y a plus de narval, en fait, presque, qui va là.
depuis que Baffinland sort son minerai par là. Puis ça a été un très gros enjeu, ça a été très déchirant pour la communauté. Puis finalement, c'est ça, les chasseurs se sont fâchés. Puis ils ont fermé la piste d'atterrissage de la mine. Puis ils ont réussi à bloquer le projet de phase 2 quand même. Fait que, tu sais, je voulais montrer que... C'est récent, le blocage du projet de phase 2. Oui, on était en étude d'impact puis pendant 2 ans. Puis ça m'amène à discuter d'une espèce de... Parfois, on a encore la culture, quand on fait du développement dans le Nord, qu'il n'y a personne, donc on ne sera pas vu, donc on peut faire des choses qui ne seraient pas permises ailleurs. Puis là, je vous donne un exemple concret. Quand il y a eu les... Je ne sais pas comment le dire en français, l'équivalent du BAP. Les audiences environnementales. Les audiences environnementales. On est en train, je dis « on » parce qu'il y avait plusieurs personnes qui revisaient les dossiers. Baffinland sort son minerai avec du crude oil, comment on dit ça en français? Du pétrole brut. Pétrole brut là, dans ses bateaux. Donc, on sait que si c'est quelque chose qui s'échoue, c'est très difficile à nettoyer, beaucoup plus difficile que du diesel propre. Le village demandait qu'il y ait du diesel propre dans les tanks des bateaux, mais la compagnie disait c'est pas possible, nos bateaux, notre flotte, elle ne peut pas mettre du diesel propre, on n'a pas les bateaux pour. Alors, il y a des gens qui ont révisé pendant les études, puis ont dit bien, pourquoi, quand vous rentrez à Rotterdam, vous mettez du diesel propre dans vos bateaux, puis que vous n'êtes pas capable de le mettre quand vous êtes dans le nord de Baffin? Fait que je veux juste vous illustrer que parfois, parce que c'est des petits villages, parce qu'ils n'ont pas les mêmes ressources, parce que c'est David contre Goliath, on a comme l'impression qu'on peut faire des choses qui seraient aucunement permises ailleurs. Fait que je le mentionne parce que je trouve que c'est important que c'est nos concitoyens, ils ont le droit à la même justice environnementale que nous. Donc, on en parle très peu dans nos médias. Absolument. Puis, je veux dire, cette mine-là, c'est une des plus grosses au monde. Puis, on en entend jamais parler. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai même entendu que quand ils transportaient le minerai du site de la mine au port, il n'y avait aucune... le vent pouvait prendre là-dedans, puis la poussière de fer va se ramasser dans l'environnement. Oui, la poussière de fer, la toundra est rouge. Il y a des choses qui sont faites qui ne sont plus acceptables dans le Sud, mais on a comme l'impression que c'est un petit village, personne ne va s'en rendre compte. Donc, j'invite les gens à être à l'affût de ça. Puis c'est la même chose pour Prudhoe Bay. Les autres villages dont je vous parlais dans le Nord, la même chose, des chasseurs de caribous, on a l'impression que c'est pas grave là, si on met plein de puits de pétrole là, mais j'invite la population, c'est nos concitoyens, puis ils ont le droit à une justice environnementale, comme je dis, qui est la même que la nôtre. Fait que, absolument, il y a des trucs, c'est assez révoltant quand on regarde un peu. C'est un petit peu révoltant, oui. Tout à fait. Puis Prudhoe Bay, là, on est dans le nord de l'Alaska, c'est ça? On est dans le nord de l'Alaska. Sur le bord de la mer de Beaufort. Sur le bord de la mer de Beaufort, il y a des enjeux majeurs. Le gouvernement américain vient d'ouvrir... le droit d'exploiter dans une aire protégée qui s'appelle l'Arctic National Wildlife Refuge, le refuge de l'Arctique. Il n'est même pas traduit en français. C'est la plus grosse cause environnementale, en fait, aux États-Unis. Mais ça concerne des Autochtones du Canada parce que les gens se battent pour la protection de l'aire de mise-bas d'un troupeau de caribous qui va sur les terres canadiennes, qui concerne les villages Gwich'in canadiens, en fait. Donc, c'est les Américains... C'est à la frontière des deux pays. C'est à la frontière des deux pays. Le caribou traverse la frontière. Puis, dans le fond, c'est une énorme cause environnementale qui est soutenue par plein d'ONG américaines. Puis nous, on n'en entend pas parler du côté de la frontière alors que c'est des villages de nos concitoyens. Fait que j'avais envie de le nommer, que c'est comme si on s'intéressait un peu de ce qui se passe dans le Nord, même si c'est nos voisins qui sont affectés. Et qu'aux États-Unis, comme tu disais, c'est un gros enjeu, mais c'est ça, on n'a pas la même... Oui, bien, il y a le pire puis le meilleur. Hein? Ouais. On pointe du doigt souvent les Américains, mais quand il y a des enjeux environnementaux, ils ont aussi... des grosses ONG qui soutiennent les avocats et tout le Bataclan qui va avec. Oui. Je voulais juste montrer la carte, tu vas revenir là-dessus, du passage du Nord-Ouest, qui était il y a quelques décennies, c'était très difficile de naviguer le fameux passage du Nord-Ouest parce qu'il était glacé un été sur 2 ou un été sur 3. Mais là, avec les étés plus chauds, on pense que ça va être de plus en plus facile qu'il y ait un trafic maritime qui se fasse. C'est la ligne bleue, le passage du Nord-Ouest. Ça passe dans la baie de Baffin. Puis ça rentre par le détroit de Lancaster. Ça, donc, il y a différents trajets là, qui sont proposés. Mais c'est quand même une route relativement, si on regarde que la Terre est ronde, là, plus courte que d'aller passer par le canal de Panama pour livrer certaines marchandises entre les nations du Nord. Puis là, ça l'amène une réflexion. Il y a plusieurs personnes là, qui se penchent sur
bien, les enjeux de sécurité maritime. C'est des eaux où il y a énormément d'îles, il y a énormément d'icebergs, il y a énormément de glace. Ouais, par exemple, si on prend le fleuve Saint-Laurent, on a la cartographie, on a des pilotes, on sait où passer, tout ça, mais là, c'est peut-être plus hasardeux par moment. Oui, puis c'est des grosses mers, puis c'est ça, il n'y a pas de pilote, il y a la brume. Ouais. Encore une fois, je vais toujours nommer le fait que les gens sur le territoire, ils ont quand même un grand leadership. Ils sont à l'affût. Puis je dirais qu'il y a quelques décennies, on avait l'impression qu'il y avait une certaine apathie, mais là, les gens, je ne sais pas si c'est l'effet d'avoir accès à Internet maintenant qui a permis à plusieurs villages de se mobiliser entre eux. Avant Internet, c'était difficile quand même d'avoir une voix forte quand tu habites à 2000 km du prochain village. Mais c'est peut-être un des côtés positifs, moi, que j'ai constaté des réseaux sociaux dans ce cas-là, c'est qu'il y a une mobilisation quand même forte sur certains enjeux. Puis là, je vous montrais, en fait, le village de Old Crow, qui va au Capitole, ils ne se gênent pas pour se dire, nous autres, on n'en veut pas là, de pétrole. Ils se sont organisés, ils sont 300, c'est comme des Gaulois. Ils descendent, puis ils vont rencontrer les hautes sphères de l'administration américaine. Puis là, ils ont décidé qu'ils allaient être en cohérence totale, eux autres, avec le fait qu'ils vivent dans un village, puis c'est des génératrices qui apportent l'électricité dans les villages. Et là, ils sont là, OK, nous autres, on combat les pétrolières, puis là, on fonctionne avec des génératrices. Donc, ils ont réussi à aller chercher du financement pour fonctionner aux panneaux solaires. Tu sais, ils vont jusqu'au bout de leur idée. Ils sont vraiment très inspirants. Fait que c'est un très jeune chef qui était le leader de Old Crow. Fait que je vous invite à les connaître. 25 000 ans d'occupation et de chasse au caribou. Fait qu'il n'y a personne qui peut toucher à ces terres sacrées. Là. Ce sont des guerriers valeureux. Et puis là, c'est les gens qui se sont mobilisés contre la mine de Baffinland. Puis c'est déchirant parce qu'ils ont besoin des emplois, mais pas à n'importe quel prix. Fait que c'est ça que je veux dire. Je ne veux pas dire que tous les gens dans le Nord sont contre le développement, mais ils ont envie de réimaginer une manière différente de le faire. Qu'on ne rentre plus chez eux en faisant n'importe quoi, à n'importe quel prix. Une des manières de faire ça, c'est les aires marines protégées, entre autres. Fait que là, on le voit, le fameux détroit de Lancaster. Puis les Inuits, ça fait depuis les années 75 que Shell est en train d'essayer d'avoir des droits de forage près de la baie de Baffin. Puis quand ils ont vu ça, les regroupements Inuits ont dit, nous autres, on va prouver qu'on utilise le territoire depuis longtemps. Puis ils revendiquaient cette aire protégée depuis au moins les années 70. Puis ça a été accepté il y a 2 ans. Alors, l'aire protégée, une des plus grosses, c'est l'équivalent de la Nouvelle-Écosse en entier. Puis il y en a une autre qui s'en vient plus au nord. Oui. Donc, Taloroteo-Pimanga, que ça s'appelle. Et puis, avec ça est venu des compensations, avec ça est venu des programmes de gardiens du territoire qui surveillent. Donc, c'est aussi une manière gagnante-gagnante pour les Inuits de protéger le territoire, puis tu peux changer aussi pour le gouvernement d'avoir une certaine souveraineté autrement qu'en déplaçant des gens. Donc, j'ai établi une aire protégée. Ça veut dire que c'est une aire protégée canadienne, que ce territoire-là, en théorie, m'appartient. Parce qu'il y a toujours des enjeux sur le territoire du... je ne sais pas si tu étais au courant, là, mais le passage du Nord-Ouest, c'est en eau intérieure. Le Canada dit que c'est en eau intérieure, puis les États-Unis disent que c'est des eaux internationales. Ça a des enjeux majeurs sur ce qu'on peut faire en termes de pêche, sur ce qu'on peut faire en termes de législation maritime. Donc, ça amène des questions de souveraineté politique internationale, tout ça, mais moi, j'avais comme envie qu'on place les visages parce que sur les gens qui l'habitent. Un territoire abstrait. Là, un territoire abstrait avec la Russie, l'Alaska. Mais il y a des gens qui sont là, puis il y a des gens qui se disent, là, quand ils font des tests nucléaires dans la baie de Baffin, « Hey, tu es en train de bombarder mon garde-manger. » Fait que je pense que ça, il faut le dire, puis le redire. Puis heureusement, il y a des entités, avec Nathan Obed, qui est un fervent défenseur des droits inuits, qui est le président de cette association. D'ailleurs, l'Association des Inuits du Canada, c'est la première association autochtone qui a été créée avant l'Assemblée des Premières Nations. Donc, vite, ils se sont positionnés. Malgré moi, ça m'impressionne, sédentarisé, politisé. Tout de suite, on va prendre en main notre destin. Puis, il y a aussi des agissements au niveau international, c'est-à-dire qu'il y a des Inuits aussi au Groenland. Il y en a aussi des Inupiats dans le nord de l'Alaska. Donc, il y a un regroupement international qui s'appelle le Inuit Circumpolar Council. Puis, il y a Mary Simons, qui était présidente, notre gouverneure générale. Avant elle, il y a eu Sheila Watt-Cloutier, qui était une fervente défenseur du droit au froid. Donc, des femmes fortes qui ont défendu les droits des Inuits au niveau international, à ce qu'on appelle un peu l'ONU de l'Arctique, qui est le Conseil de l'Arctique. Oui. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est les 8 nations de l'Arctique qui siègent au Conseil de l'Arctique. C'est pas...
C'est un peu comme l'ONU, où on discute de certains enjeux, entre autres de sécurité du Nord. À l'ONU, c'est les pays qui siègent, mais il y a des organisations autochtones qui siègent au même niveau que des États. Donc, on le voit ici, tu as les États membres, c'est juste en anglais, là, qui sont le Danemark, la Norvège, la Finlande, la Suède, tous les États de l'Arctique, les États-Unis, le Canada, la Russie. Mais il y a aussi des organisations autochtones qui siègent puis qui ont le droit de vote, dont les Inuits, dont les Gwich'in, puis après en Europe, les Samis, les Nénètes, puis d'autres entités. Donc, c'est vraiment une instance politique intéressante. Il y a énormément de groupes de surveillance environnementale internationale qui émergent de ce conseil-là. C'est même à ma connaissance, je pense que c'est une structure même unique au monde, ou en tout cas, c'est pas très fréquent, mais très active aussi. Je pense qu'ils font beaucoup de projets de recherche aussi, puis des projets... c'est ça, il y a une espèce de partenariat aussi avec les universités, avec les... Oui, ils font énormément de recherches, entre autres sur les contaminants. Toutes les cartes qu'on voit de flux de contaminants, c'est des projets qui émergent du Conseil de l'Arctique. Les cartes sur les changements climatiques aussi. Puis c'est sûr que c'est une manière pour les États membres de se rencontrer sur un terrain relativement de consensus. Donc, il y a d'autres enjeux. Là. Il y a, dans les 2 dernières années, 2023-2025, c'était censé être la Russie qui était en charge, mais là, la Norvège a repris le flambeau. Puis, à suivre. Le Conseil de l'Arctique, je pense qu'il n'a pas siégé depuis 1 an et demi. Oui, il y a des petites tensions, mais c'est ça, tension entre collaboration et compétition. Mais je vous laisse là. En tout cas, j'essayais de vous faire un petit topo. Si vous avez des questions, ouais. Plus 3 commentaires. Bon, les aires marines protégées, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier que le gouvernement libéral vient d'autoriser des nouveaux forages exploratoires dans les aires marines protégées. Ça fait que l'éco-blanchiment international avec l'atteinte du 30 % en termes d'aires marines protégées ou de territoires protégés, c'est notre pays. Il faut en prendre, il faut en laisser, il faut rester vigilant. Deuxièmement, le passage du nord-ouest va devenir de plus en plus important parce que, présentement, le canal de Panama, là, il y a à cause des changements climatiques, on y pense peut-être pas, mais il y a des lacs utilisés, l'eau de certains lacs, pour utiliser pour le changement des niveaux d'eau dans les différents barrages. Et il commence à avoir des problèmes d'eau. Ça veut dire qu'il va y avoir des restrictions qui risquent de devenir encore plus grandes au niveau d'utilisation du canal de Panama. Ça va devenir important pour les pressions pour le passage du nord-ouest. Troisième élément, la fonte du pergélisol. C'est un enjeu hyper important parce que présentement, j'ai lu un article il y a à peu près 2 semaines sur le nombre de sites de polluants, de déchets toxiques de différents types, entre autres des bases militaires, mais aussi des sites miniers, qui ont été enterrés dans le pergélisol en disant « c'est éternel ». Ça n'est plus éternel. Mm-hmm. Et les nappes phréatiques vont être très impactées par ça. Puis un dernier commentaire sur les polluants éternels. Présentement, il y a une étude qui est sortie récemment, dans les derniers mois, où il n'y a plus un endroit sur la planète où ça a été échantillonné présentement où l'eau de pluie est potable à cause des polluants diffusés partout dans l'atmosphère. Ça fait qu'on a de sérieux enjeux là, à considérer. Bien, tout à fait. Mais il ne faut pas être trop déprimé ce soir, donc on n'a pas plongé trop déprimé. Oui, bonsoir. Moi, j'ai eu la chance, pendant ma maîtrise, d'aller à Yellowknife, juste au-dessous. En tout cas, ça dépend de quelle définition de l'article on prend, là, mais j'étais là au mois d'avril, donc pendant les 3 semaines de fonte de la route de glace. Donc, pendant les 3... imaginez, l'hiver, c'est la route de glace sur le grand lac des Esclaves, là, Great Slave Lake. Et ensuite, après ça, il faut attendre que ça soit fondu pour que les bateaux puissent passer. Donc, il y a 3 semaines de tampons où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de nourriture parce qu'il n'y a pas de route qui mène à Whitehorse ou d'autres endroits. Donc, j'ai vu pendant 3 semaines la bouffe diminuer vraiment dans l'épicerie. Il y avait de moins en moins de stock. Puis, tu sais, les gens, en tout cas, ils vivent comme ils peuvent. Déjà, il y a des enjeux de sécurité d'eau. Je ne sais pas si vous avez vu à Iqaluit, c'était à l'automne.
Ils n'ont pas eu d'eau potable là, pendant des semaines. Puis là, c'est un enjeu. Après, là, retrouver quand tout est gelé, commence à geler à moins 20, moins 30. Tout le monde allait chercher, creuser dans la rivière, là, toute la ville d'Iqaluit pour aller chercher des bidons dans la rivière. Fait que, bon, c'est pas nécessairement en lien avec les... Il y a eu un problème d'infiltration d'essence là, dans leur truc d'eau. Mais tout est compliqué dans le Nord, en fait. C'est ça que je veux dire. Bon, pour la sécurité alimentaire, Whitehorse, c'est moins un enjeu parce que la route de l'Alaska qui monte là, mais c'est vrai que, pour certaines places, là, je pense à, bon, il y a Yellowknife, mais la route de glace qui mène dans des petits villages dans le delta du Mackenzie, là, c'est des enjeux, puis après, les prix montent, là. Quand on voit dans les villages du Nord, là, avant que, tout le ravitaillement par bateau, là, avant qu'il arrive à la fin de l'été, là, il n'y a plus rien dans les épiceries, tout arrive par avion. Là, les prix sont... Ça, c'est cher, mais là, c'est encore plus cher. Fait que c'est sûr que c'est un enjeu. Puis, il y a toujours du pour et du contre. C'est-à-dire que l'ouverture des eaux, comme le passage du Nord-Ouest, on le voit, ça frôle plusieurs villages. Puis, c'est sûr que certains villages qui espèrent qu'on puisse extensionner la durée de temps où on peut réapprovisionner, pour pas que ça rentre par avion. Fait que, il y a toujours un double côté à chaque situation. Tu avais parlé auparavant de la disparité de salaire entre les Inuits et les personnes du Sud qui viennent travailler au Nord, mais je me demandais, je voyais beaucoup autour de moi d'initiatives qui encouragent les gens du Sud à aller travailler au Nord pour les aider, en guillemets, à pourvoir, surtout en santé, là, de ce que je vois. Est-ce que je voulais savoir, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui voudrait décourager parce qu'il y a quand même une inégalité en termes de salaire et tout ça, ou ça les aide côté main-d'œuvre qui manque peut-être en expertise? Bien, c'est exactement ça. C'est sûr qu'il y a un besoin de main-d'œuvre puis une certaine expertise. C'est juste que la disparité salariale est tellement élevée. Quelqu'un qui va travailler dans le Nord, même s'il est citoyen canadien, il va avoir droit à ce qu'on appelle le Northern Allowance. Il va avoir le droit de sortir du Nord, avoir un billet payé, il va avoir des suppléments parce que ça coûte plus cher la nourriture. Mais c'est pas nécessairement l'équivalent quand tu es un citoyen du territoire. Fait qu'il y a quand même, je pense pas que c'est nécessairement de dissuader, mais il faut être conscient qu'il y a vraiment des disparités majeures. Mais il n'y a personne qui va aller travailler. Il y a personne qui va aller s'installer dans le Nord en se mettant sur le bien-être social, en étant conscient du prix de ce que ça coûte. Fait que c'est sûr que les gens, ils vont beaucoup parce que c'est payant, ils vont quelques années puis ils reviennent. Est-ce que c'est à dissuader? C'est une question, mais il faut moins se poser la question sur la disparité que ça crée dans la société, là. J'avais juste une dernière question à ce propos-là. Est-ce qu'il y a des initiatives pour faire en sorte que les gens qui habitent déjà là puissent faire ces emplois-là plus spécialisés, mettons? Est-ce que... Je sais qu'il y a une difficulté d'éducation là, sur place. Bien oui, mais il y a vraiment un réseau de... Mais là, je pense à Iqaluit, entre autres. Il y a des initiatives, par exemple, il y a comme un cégep à Iqaluit qui crée des techniques où les gens ont accès à des meilleurs emplois. Bien là, maintenant, ils font une rotation dans certaines communautés. Ils donnent le cours, mais pas juste à Iqaluit. Ils vont faire une rotation dans certains villages pour que les gens des villages puissent suivre le cours. Fait que ça, c'est une technique, mais là, ils sont en train de faire des négociations avec certaines fondations pour créer des cours universitaires dans le Nord. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des jeunes, puis moi, j'ai été témoin là, des jeunes de famille que je connais, ils débarquent à Calgary, là, à l'université, puis c'est pas qu'ils sont pas capables de suivre le programme, c'est qu'ils sont tellement déphasés par rapport à leur réalité de communauté qu'ils quittent parce qu'ils s'ennuient trop, parce que personne ne parle leur langue, parce que c'est pas culturellement sécuritaire pour eux. Donc, c'est pas un manque de capacité, là, c'est un manque de... C'est un choc culturel. Puis ça coûte, tu sais, monter Baffin, là, c'est 5 000 $ le billet d'avion. Donc, tu t'ennuies, tu veux monter à Pâques voir tes parents, c'est pas possible, là. Fait qu'il y a cet enjeu-là, ouais. Fait qu'il y a des grosses initiatives là, pour créer des programmes universitaires. D'ailleurs, avant, il y avait le collège du Yukon, qui était comme un cégep. Puis là, il y a des affiliations avec des universités, puis il y a des cours universitaires. Là, maintenant, c'est considéré une université à Whitehorse pour certains cours. J'ai une question. Je voulais savoir, est-ce que c'est quoi la proportion d'Inuits, de locaux qui travaillent entre autres à la mine de Baffinland? Est-ce que vous le savez? Ça varie, les statistiques, là, okay. Parce que maintenant, ils envoient des personnes de différents villages. Là, mais peut-être Pond Inlet, là, les dernières statistiques, c'était peut-être 15-20 emplois par rapport à des centaines. Là. OK. Fait que c'est vraiment mineur. OK.
Puis au niveau de l'avancement de l'aire marine protégée dans ce coin-là, est-ce qu'on sait si ça va aboutir bientôt? C'est abouti. OK. Est-ce que les mines, d'ailleurs, font des compensations financières auprès des communautés locales ou des études environnementales à ce niveau-là? Bien, ils sont obligés de faire des compensations au début, mais là, l'aire marine protégée est arrivée après la mine. Fait qu'il y a comme des enjeux de droit acquis dans ce cas-là. Mais ils font des études d'impact, mais vous savez, les études d'impact, comment c'est fait, j'imagine, hein? C'est-à-dire que c'est la mine qui a le fardeau de la preuve. Donc, c'est Baffinland qui engage des consultants pour voir s'il y a des impacts de leur mine, donc il n'y a jamais d'impact. OK. Bien, ça se résume à peu près à ça. Je ne vais pas être cynique, mais pour avoir vu le BAP, après, on révisait les études, puis ils disaient, bon, il n'y a pas d'impact sur l'ombre chevalier. Alors, tu sais, vraiment en direct, là, je vous dis comment ça se passe, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui contestent dans la communauté, mais là, on fait affaire à des gens qui sont presque unilingues en Inuktitut. Puis là, la mine a produit à peu près 2000 rapports. Là. Donc, on se perd déjà sur Internet pour trouver quel rapport nous prouve qu'il y a des effets ou pas, par exemple, sur une espèce. Fait que déjà là, c'est un enjeu pour certains Inuits qui ne parlent pas anglais puis qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse. Fait que, c'est première limite. Fait que comment tu peux contester? Donc, des fois, il y a des équipes qui révisent. Moi, je faisais partie d'une petite équipe là, pendant les hearings pour donner l'information ou contrer certains trucs. Là. Puis, bon, il avait étudié 10 poissons. On ne savait pas l'année, on ne savait pas quand ils les avaient récoltés, on ne savait pas si c'était mâle-femelle, où il avait fait l'échantillonnage. Puis là, il nous disait qu'il n'y avait pas d'effet. N'importe qui est scientifique, avec un N de 10 sur 5 ans, ça ne vaut rien. Donc, ils ne sont pas capables de prouver oui ou non, mais les autres, ils disent nos études d'impact nous disent non. Puis, quand ils ont commencé à faire la mine, ils survolaient Eclipse Sound. Mais je ne veux pas avoir le discours que les mines sont toujours des méchants. Là. J'imagine qu'il y a des gens qui font bien les choses avec une vraie bonne intention. Mais dans ce cas-là, j'ai vu j'ai constaté, par exemple, on a fait le survol d'Eclipse Sound, qui est comme toute la baie en Bilo, tu sais c'est où, là, puis là, pour savoir s'il y avait des mammifères marins qui pouvaient être impactés par la mine. Ça, c'était en 2004, avant. Puis moi, je n'avais pas dit que j'étais biologiste, mais il y avait toute l'équipe des consultants qui m'ont dit « Ah, voulez-vous venir faire le tour d'avion? On regarde pour les baleines. » Fait que là, j'ai embarqué, bien sûr. On n'a pas trouvé de baleines. C'est sûr qu'il n'y en a pas. Voyons, c'est tous des chasseurs de narval puis de baleines boréales. S'ils ont survécu 4000 ans dans cette région-là, c'est parce qu'il y a un narval ou de la baleine à quelque part. C'est juste qu'en 2 vols d'avion, c'est facile de ne pas les voir. Fait que, tu sais, comment tu peux prouver qu'il y a un impact quand tu ne détectes pas? C'est ça, les études sont super biaisées. C'est toujours les mêmes consultants dans le Nord qui font les études pour les minières. Il y a quelques compagnies qu'on connaît très bien, puis il y a très rarement des effets détectés. Est-ce que le gouvernement, autant fédéral comme provincial, mais plus au fédéral, est-ce qu'on en fait assez? Est-ce que c'est suffisant dans ce contexte de changement climatique, puis justement d'installation et d'augmentation d'aires marines protégées? Mais entre autres, là, si on parle des mines, là, moi, je suis contre le fait que le fardeau de la preuve repose sur les minières. Ça devrait être des études indépendantes. Là, ça me sidère que ce soit encore comme ça. Fait que ça, c'est une piste. Si on est pour ouvrir le Nord à l'exploitation de plein de mines, là, le processus devrait être plus indépendant. Fait que ça relève de différentes instances. Vas-y. Ça devrait être financé par les minières, mais exactement. par des compagnies indépendantes. Exactement. Ça, c'est un des points de 1000. Je veux juste revenir sur la question des minières au Canada. Comment dire ça de façon polie? Le Canada est considéré comme un paradis minier les paradis fiscaux. Le Canada est considéré comme un des pays les plus laxistes en matière de réglementation minière. Les minières canadiennes sont considérées comme des entreprises délinquantes à l'international. Donc, c'est ça, malheureusement, je ne suis pas nécessairement surpris d'entendre là, que il y a des situations comme ça, mais c'est comme ça pour, en tout cas, bref, l'ensemble du Canada. Peut-être qu'il y en a qui se rappellent les mésaventures de M. Alain Deneau avec son livre Noir Canada, qui avait des poursuites Bayon aussi parce qu'il avait dénoncé les pratiques de l'industrie minière canadienne, puis on l'avait menacé de poursuites, puis il avait dû... bref, Éco-Société avait failli faire faillite. Il a perdu des opportunités d'emploi. Bref. Donc, il y a ça. C'est juste aussi au Québec, la loi sur les mines a préséance sur l'ensemble des autres lois au Québec.
On le voit, là, par exemple, dans plusieurs régions. Je pense entre autres là, la Nodière, Laurentide, il y a des développements, on a des projets de développement des mines de graphite. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de ça dernièrement. Puis là, les communautés locales se battent contre ce développement-là. Fait que c'est vraiment une grosse machine assez infernale. Puis pour répondre à la question, est-ce que le gouvernement canadien en fait assez? Ben, je veux dire, on a un gouvernement qui se dit pro-environnement, mais qui a autorisé il n'y a pas si longtemps encore le développement pétrolier au large de Terre-Neuve. Un gouvernement aussi qui a racheté un pipeline Transmountain, là, donc aussi qui était en faillite. Fait que, ouais. Rajouter que c'est nous aussi, hein. Tu sais, le lithium, c'est nous, c'est nos batteries, c'est nos téléphones. Donc, on peut toujours pointer plus haut, là, derrière ça, c'est nous, c'est toi puis moi. Puis, mais oui, je pense qu'il y a de l'amélioration au niveau de la législation. En tout cas, c'est à surveiller parce que c'est sûr que le Nord, si on regarde la carte de tout le potentiel minier, là, ouf, c'est pas fini. C'est convoité, mais comme disait Catherine, c'est parce qu'on a soif puis on a faim. Là. On a soif de pétrole, on a faim de minéraux. Fait que là, on est en train, on a scrappé déjà pas mal de réserves et d'endroits. Fait que là, on va vers des territoires encore dont les ressources sont relativement inexploitées, mais ultimement, c'est ça, c'est notre système qui pousse vers toujours aller plus loin dans les derniers gisements, dans les derniers retranchements. Je veux dire, j'invente rien, c'est Marx qui disait ça déjà au 19e siècle, la loi des rendements décroissants, donc tous les meilleurs gisements sont déjà exploités, donc on va vers des trucs de plus en plus marginaux dans des régions aussi de plus en plus loin, de plus en plus coûteux aussi à extraire. Donc, ça regarde pas bien, mais bon, en même temps, les gens, je pense, ne se laissent pas faire non plus, vont résister. Fait que ça va être intéressant aussi. Bonne soirée.